Donc je vais essayer de faire c'est vraiment une introduction à la mécaflux. Donc Joël m'a dit essaye d'éviter les équations. J'ai essayé, mais c'est difficile de faire la mécanique des fluides sans parler des équations de Navier-Stokes. Je vais les montrer, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, je pense, pour des physiciens, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser de la mécanique des fluides. Il ne faut pas nécessairement développer ces équations, c'est plutôt les comprendre, elles ne sont pas si compliquées que ça, et savoir les utiliser. Donc, voilà. Donc je vais commencer par quelques domaines et applications de la mécaflux. Ensuite, je vais montrer qu'est-ce qu'un fluide, les différents fluides qui existent. Et évidemment, comme on est en mécanique des fluides, le milieu est considéré comme continu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors après, je vais montrer un peu ce que sont les lois de conservation. Quand vous avez un fluide, il faut dire comment est-ce qu'il se comporte. J'ai bien sûr parlé des équations de Navier-Stokes. Et je vais parler un petit peu de l'analyse dimensionnelle et phénoménologique, qui permet de simplifier et de résoudre les problèmes sans avoir à, je dirais, s'embêter trop avec les équations différentielles qui sont complexes. Où il y a quelquefois des solutions simples, qu'on verra ensuite dans les applications simples, où les équations peuvent être simplifiées et on arrive à des solutions exactes. Et puis après, je donc, là, c'est quelques domaines et applications. Je ne sais pas si ça va être compliqué. En fait, s'il y a des problèmes de résonance parasite, c'est parce que tout à l'heure, il y avait il y a un récepteur de cette fréquence qui peut réceptionner des fréquences autres que celles du micro. Donc si vous entendez des voix, ce n'est pas dans votre esprit. Donc ça, c'est quelques exemples d'applications. Vous avez à gauche tout plein d'exemples liés à la nature, en particulier tout ce qui est phénomène lié à la météo. Donc vous ne pouvez pas faire de la météo sans faire de la mécaflux, c'est obligatoire. Mais c'est aussi les volcans et toutes sortes de phénomènes naturels on peut aussi modéliser. Il y a des gens qui modélisent les mouvements, enfin même les mouvements à l'intérieur du manteau, etc. C'est de la mécaflux. Vous avez là tout ce qui est aéronautique. Vous avez des exemples. Donc pareil, hein, c'est difficile d'étudier un avion ou d'essayer d'améliorer les choses dans ce domaine-là sans faire de la mécaflux. Mais il y a tout plein d'applications industrielles, tout ce qui est spray, tout ce qui est peinture, tout ce qui est dans l'agroalimentaire, là c'est l'huile d'olive, mais ça peut être toutes les pâtes, tous ces matériaux fluides, il faut travailler avec la mécaflux. Là c'est du verre, donc lorsque vous faites du verre, à un moment donné c'est fluide et c'est liquide, donc vous êtes obligé de taper dans la mécaflux. Et puis là, c'est un exemple d'une flamme, tout ce qui est combustion, nécessairement il y a de la mécaflux. Évidemment, il n'y a pas que ça dans ces problèmes-là. En l'occurrence, la combustion, c'est très, très compliqué. Donc, autre exemple encore, qu'est-ce qu'un fluide? Là, vous voyez un glacier. À l'échelle du jour, c'est clairement un solide. Mais si vous regardez sur une échelle plus grande du temps, c'est un fluide qui s'écoule. Donc là, vous avez trois situations. Vous avez le solide, le liquide, le gaz. Clairement, tout ce qui est liquide et gaz, c'est des fluides. Vous avez ici une répartition un petit peu des différents écoulements qu'il peut y avoir. Vous avez donc compressible et incompressible. Typiquement, les gaz, c'est compressible. On n'en parlera pas trop aujourd'hui parce que c'est pas trop mon domaine.
c'est d'autres équations qui vont arriver. Et en incompressible, vous avez soit le système, soit l'écoulement est stationnaire, soit il est instationnaire. Et vous allez travailler avec des liquides qui sont soit newtoniens, l'eau, les huiles, la plupart des courants, c'est comme ça, ou alors non newtoniens. Et quand je dis liquide courant, malheureusement il y en a aussi beaucoup dans les non newtoniens. Donc là vous avez quelques exemples, pâte, jus de fruits, verre, le sang, le goudron, dentifrice, etc., etc., etc. En général, ces fluides industriels sont non newtoniens et ça pose pas mal de difficultés. Donc, on va répartir en trois manières d'étudier la mécaflux. Vous avez la manière expérimentale. Donc la première chose, comme par du temps en science, on observe, on voit ce qui se passe, éventuellement on mesure. Alors soit on peut découvrir des phénomènes, mais c'est surtout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là vous avez un petit exemple du labo. Ça c'est Damien qui a fait l'expérience. Donc là on essaie d'observer et de comprendre ce qui se passe. Donc ça permet aussi de différencier différents phénomènes. Vous avez la façon théorique d'appréhender les phénomènes. Alors évidemment ça nécessite de la modélisation et vous ne pouvez pas faire de la théorie sans avoir fait un peu d'expérimental avant. Mais l'avantage c'est que vous arrivez à des solutions exactes. Des fois approcher si c'est trop compliqué. Et puis vous avez tout un domaine en mécaflux qui est très très grand. Il y a une bonne partie de la communauté qui travaille là. C'est la CFD, Computational Fluid Dynamics. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous discrétisez votre système et vous utilisez les équations et vous arrivez à des solutions. Ça permet d'avoir, encore une fois, une meilleure compréhension du phénomène. Et vous pouvez aussi, grâce à ça, mesurer des choses qui sont pas mesurables, difficilement mesurables extérieurement. Là, vous avez un exemple, une simu. Donc là, c'est axis symétrique. Vous avez un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure en expérimental. Donc alors, ce qui est important, c'est que quand vous êtes physicien, il y en a beaucoup qui travaillent avec des particules, il y en a d'autres qui travaillent à des échelles toutes petites. Ici, dans le labo, David et Joël travaillent sur des échelles toutes petites. Donc ils ne travaillent pas en termes de milieu continu. Donc qu'est-ce qu'un milieu continu? On considère on considère non pas chaque particule, on considère des éléments de volume qui sont arbitraires. C'est là que l'art de la Computational Fluid Dynamics, c'est de choisir, de discrétiser le domaine de manière à bien rendre en compte l'écoulement. Et donc on a sur chaque élément de volume une densité et une vitesse. Contrairement à l'approche particule où on a une masse et une position. Et donc pour différencier les deux, il y a un nombre qui s'appelle le nombre de Knudsen qui permet de pouvoir dire si on va utiliser une approche de type milieu continu ou pas, si on a le droit de le faire. Typiquement, si vous regardez un fluide mais que vous regardez à une échelle de quelques angstroms, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'approche du milieu continu, ce n'est plus un milieu continu. Et donc là, le nombre de Knudsen est trop grand, vous ne pouvez pas le faire. Donc, typiquement, pour quantifier ça, il y a ce nombre indimensionnel. Donc voilà, il y aura quelques slides avec quelques équations quand même. Donc, comme je vous disais, il y a un élément de fluide avec, il est décrit par sa position et par sa vitesse, et il a une densité. Et donc, suivant qu'on va utiliser donc, le milieu continu est un fluide si il est isotrope et si la loi de comportement est de cette forme-là. Qu'est-ce que sigma et qu'est-ce que d? Alors sigma, c'est le tenseur des contraintes. Simplement sur cet élément, quelles sont les forces qu'on va appliquer dessus? C'est déterminé par sigma. Et d, c'est le tenseur de vitesse de déplacement. Donc là, vous avez la vitesse. Donc en gros, c'est la dérivée de la vitesse sous forme matricielle. Et donc, avec ce sigma égale f de d, vous avez une loi de comportement. La loi de comportement, elle est très simple si le fluide est newtonien.
En gros, c'est régi essentiellement par la viscosité. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas newtonien, la loi de comportement peut devenir très compliquée. Donc là, une petite illustration de ça. Donc vous avez typiquement un solide, vous mettez une contrainte, il va se déplacer suivant de manière proportionnelle avec un module de cisaillement, si la contrainte est cisaillée, et on a simplement une déformation. Dans le cas du liquide, ce n'est pas ça. Vous mettez une contrainte, et alors là, ça va être proportionnel à la vitesse de déformation. Donc conceptuellement, c'est très différent. Et vous avez entre les deux des matériaux qui ont des comportements à la fois liquides et solides. C'est tous les liquides non newtoniens. Ils ont les deux. Donc là, dans ce cas-là, la loi de comportement est très compliquée. Donc l'illustration, c'est ça. Vous avez ici votre élément de fluide. Vous mettez une force sur cet élément de fluide. La vitesse va être proportionnelle. Et donc, de cette manière, pour un liquide newtonien, vous avez une loi de comportement qui est très simple. Vous avez F de D, c'est la pression fois le tenseur unité, plus 2 fois mu, le tenseur de déplacement. Et si le liquide est non newtonien, ça peut être fonction du temps, ça peut être fonction de la température, de la pression, des vitesses de déplacement, ça peut être fonction de plein de choses. Et là, ça devient très compliqué. Alors que dans le cas d'un liquide newtonien, c'est simplement fonction de la viscosité, simplement fonction de la température. Donc là, vous avez deux exemples. Ça vient du MIT. Donc c'est liquide non newtonien. En l'occurrence, ce sont des liquides viscoélastiques. Donc vous faites tourner dans un cas et dans l'autre cas, vous prenez un peu de liquide. Et comme vous voyez dans l'exemple ici, si vous prenez un peu de liquide, tout le réservoir se vide. C'est pas intuitif. Les liquides ne sont pas comme ça. Donc là, encore une fois, la loi de comportement. Pour les liquides newtoniens, vous avez la vitesse de cisaillement qui est là, la contrainte qui est là, c'est simplement linéaire, la pente c'est la viscosité. Et alors vous avez tous les autres, les non newtoniens, les réofluidifiants ou pseudoplastiques, béton, colle, polymère, sang, etc. Verre fondu. En gros, cela c'est, plus vous mettez de la contrainte sur le matériau, plus il devient fluide. Vous avez le contraire. Vous avez les rayons épaississants. Alors là, solution maïzena, la maïzena c'est assez classique. Ça se fait assez facilement à la maison. Les solutions argileuses, le sable mouillé, s'entend. Et puis vous avez ce qu'on appelle les fluides de Bingham. C'est-à-dire que ceux-là ne vont s'écouler qu'à partir du moment où vous mettez une contrainte assez forte. Sinon, ils vont se déformer comme un solide. Ils vont revenir, si vous mettez une petite contrainte, il va se déformer, vous relâchez la contrainte, il revient en arrière. Si vous dépassez cette contrainte, à ce moment-là, le fluide va s'écouler. Alors, dentifrice typique, vous prenez ou alors les yaourts, si vous faites tomber votre yaourt comme ça, il ne va pas tomber. Si vous le remuez un petit peu, vous faites la même chose, ça va tomber. Donc là, pareil, il a un comportement de Bingham. Et puis vous avez, donc ça, ce sont des lois de comportement qui sont indépendantes du temps. Mais après, vous avez tous les liquides, tous les fluides, qui sont aussi dépendants du temps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des propriétés de mémoire. Et alors là, c'est encore plus compliqué. Le yaourt fait partie de cela aussi. En général, c'est ce qu'on appelle les fluides thixotropiques. Les rhéopeptiques, c'est plus rare. Le ketchup en est un. Et là, alors là, il y a des modèles, tout plein de modèles pour essayer de utiliser ça. Alors le cas du fluide parfait, là, vous n'avez pas de viscosité, donc c'est pente nulle, c'est newtonien mais avec une pente nulle. Donc il n'y a qu'un seul liquide que l'on connaît qui soit parfait, c'est l'hélium liquide. Et le solide parfait, évidemment, la forme est très fine. Et donc voilà, là vous avez une petite classification des différents liquides et leur type de loi de comportement. Alors, les newtoniens sont là, donc l'eau est là, entre autres. Tous les autres, c'est
des trucs super. On essaye d'éviter. Quand on est raisonnable, on essaye d'éviter d'étudier parce que c'est vraiment c'est très complexe. Il y a beaucoup de feeling et de cuisine pour essayer de modéliser ces flux. Donc en général, en mécaflux, la plupart des gens vont travailler dans des systèmes qui sont stationnaires, incompressibles. Donc, la plupart des liquides, ça va être là, newtonien. Et ce que je vais montrer par la suite est valable que pour ça. Donc là, il y a quelques slides quand même avec des équations. Donc en gros, qu'est-ce qu'on utilise comme équation pour modéliser et comprendre mon mécaflux? C'est les lois de conservation, tout simplement. Conservation de la masse, conservation de la quantité de mouvement, conservation d'énergie. Je ne parlerai pas ici de la conservation d'énergie. Donc on utilise quelques outils mathématiques qui sont pas très compliqués. La dérivée particulière, le théorème de la divergence. Et en gros, c'est presque tout, parce que on arrive ensuite avec des équations intégrales, comme cela. Et comme c'est vrai dans tout le domaine, ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est vrai partout. Donc de cette manière-là, on arrive à avoir la conservation de la masse, qui est donnée comme ça. Donc la divergence de la vitesse, ça c'est pour un liquide, donc un système non compressible. La divergence de la vitesse est nulle. Donc en gros, voilà ce que ça donne. La même chose pour la conservation de la quantité de mouvement. Donc vous avez la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, c'est égal à les forces basiques agissant dans le domaine, plus les actions de contact sur le domaine. Donc c'est force égale m gamma. Et donc on se retrouve avec ces équations, qui sont dites les équations de Navier-Stokes. Donc on a la première qui donne la continuité, qui dit en fait que le matériau est non compressible, et la deuxième qui est simplement là. Alors, cette équation, évidemment il y a des conditions limites. Cette équation, lorsqu'on la développe en coordonnées cartésiennes, ça donne ça. Alors ça a l'air, c'est compliqué, c'est vrai, mais quand on les résout, on simplifie beaucoup. Alors elles ont le problème d'être non linéaires. Vous avez des termes qui sont non linéaires ici, et du second ordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution exacte, générale. Et ça veut dire qu'on peut bosser beaucoup dessus pendant des siècles, et on n'arrivera jamais à tout faire. Donc les conditions limites, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors de votre système, et les conditions initiales, c'est si le système est un stationnaire, qu'est-ce qui s'est passé au début. Donc ces équations nous permettent d'avoir le champ de vitesse et le champ de pression. Une fois que vous avez le champ de vitesse et le champ de pression, vous savez ce qui va se passer dans votre flux. Donc on a à notre disposition, il y a soit vous discrétisez votre élément et vous résolvez complètement les équations de Navier-Stokes élément par élément, et vous pouvez simuler ce qui se passe. Ça vous permet de reproduire des choses qui existent dans la réalité. Les gens qui font la CFD y arrivent très très bien, sauf quelques cas où il y a des aspects qui sont mal pris en compte. Mais ça ne permet pas nécessairement toujours une bonne compréhension de ce qui se passe. Donc on a d'autres outils, l'analyse dimensionnelle et l'analyse phénoménologique qu'on va voir tout à l'heure. Alors l'analyse dimensionnelle, ce que l'on fait, c'est qu'on adimensionne ces équations. Et en les adimensionnant, chaque variable, quand on adimensionne comme il faut chaque variable du problème, on arrive avec des équations comme ici qui sont adimensionnées. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont adimensionnées, qui vont varier. Donc c'est des fonctions qui vont varier, c'est bien une fonction 0 et 1. Et vous voyez qu'il apparaît un nombre ici, le nombre de Reynolds, qui est égal à ça. Rho, la densité du liquide, D, une dimension adaptée au problème, V, la vitesse, et mu, la viscosité.
Alors, le nombre de Reynolds, c'est le nombre de mécaflux, c'est très très important. Vous avez un exemple ici, si vous avez un bas nombre de Reynolds, vous avez un écoulement autour d'une bille, et bien l'écoulement est bien laminaire, et il n'y a pas de problème. Dès qu'on augmente le nombre de Reynolds, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle des vortex de von Karman, et ça devient à la fin turbulent. Donc le passage entre un écoulement laminaire, où c'est bien gentil, bien lisse, à un écoulement turbulent, c'est donné par le nombre de Reynolds. Et en l'occurrence, la turbulence, l'étude de la turbulence, c'est un gros domaine de la mécanique des fluides, et c'est très compliqué. Il n'y a pas que la turbulence. Donc vous voyez, on a pu voir qu'il existe un nombre sans dimension, le nombre de Reynolds. En fait, ce que fait ce nombre sans dimension, c'est qu'il vous quantifie d'une manière grossière les forces d'inertie sur les forces visqueuses. Donc dans les équations de Navier-Stokes, vous avez ici les termes, inertiels qui sont là, et les termes visqueux sont là. Ça, c'est la différence de pression. Mais évidemment, suivant les différents problèmes, si dans un problème de mécaflux, la gravité est très importante, alors c'est d'autres nombres sans dimension qui vont arriver, ou alors la tension de surface pour les écoulements biphasiques, il y a un autre nombre qui va arriver, le nombre de Weber. Et bon, là, il y a quelques exemples de nombres sans dimension qui vous permettent de caractériser grossièrement ce qui se passe. C'est une toute petite liste, en fait, il y en a tout plein. C'est suivant le cas, en fait, vous allez mettre en avant ces nombres-là. Alors ensuite, on a l'analyse phénoménologique, qui est malheureusement pas assez souvent utilisée. Elle permet, une fois qu'on a les équations qui sont adimensionnées, elle permet, donc là on a un peu la liste de ce qu'il faut faire. Donc, on détermine les variables du problème. On met les équations, en général c'est les équations de Navier-Stokes, mais c'est pas toujours le cas. Et jusque-là, ça peut être, c'est vrai, d'autres domaines que la mécanique. On adimensionne les variables et les équations. Donc pour chaque terme de votre équation, vous aurez une grandeur qui multiplie une fonction adimensionnée, qui, si vous avez bien choisi votre grandeur, la fonction adimensionnée va varier entre 0 et 1. Une fois que vous avez ça, comme vous n'êtes pas un super crack en maths, vous laissez tomber la partie équation différentielle et, cas par cas, vous égalisez les termes en grandeur. Et ça vous permet de résoudre en dimension les problèmes simplifiés. Donc vous n'avez pas besoin de faire de résolution d'équations différentielles. Alors le problème, c'est que vous êtes obligé de faire des hypothèses. Vous êtes obligé de bien adimensionner et de bien faire vos hypothèses. Et comme ça, vous pouvez résoudre le problème. Ou les problèmes. En tout cas, visualiser, voilà, bon. Si par exemple dans un cas, je néglige la viscosité, ou je néglige les aspects inertiels, la chose va très lentement, eh bien, je peux arriver à résoudre le problème. Donc j'ai pris quelques exemples simples. Donc l'écoulement de Poiseuil. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un tube dans lequel vous avez un liquide qui va s'écouler du fait d'une différence de pression. Vous avez des hypothèses. Vous avez la vitesse qui va aller que dans un sens. Ça va simplifier les équations. Vous connaissez la pression d'un côté et la pression de l'autre. On reprend les fameuses équations de Navier-Stokes. Maintenant qu'on a ces hypothèses-là, on simplifie. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des équations qui sont très très simples et qui se résolvent de manière élémentaire. Il n'y a pas besoin d'être super bon en maths, mais on se retrouve avec une solution en pression et en vitesse. Et vous savez ce qui se passe, de A à Z. Et ça, c'est un écoulement de Poiseuil. Un écoulement simple, facile, académique, qui peut arriver dans certains cas que vous êtes face à un écoulement de Poiseuil, mais pas toujours le cas. Ça, c'est un des exemples faciles d'application de cet écoulement de Poiseuil. Vous avez les viscosimètres. Les viscosimètres non rotatifs, c'est un tube de
verre avec un capillaire, on mesure le temps. Donc pareil, on prend cet écoulement simple qui est là, on détermine le débit, et grâce à ça, on arrive à mesurer la viscosité. C'est relativement précis. Les autres viscosimètres qui sont les viscosimètres où il y a un élément tournant dans une capsule, c'est basé sur un autre écoulement fluide, l'écoulement de Couette, qui est aussi connu lorsque la vitesse est faible. Une autre application bien connue chez nous, dans notre labo, c'est l'écoulement d'une goutte ou d'un coin liquide en termes de mouillage. Donc là, on fait des hypothèses, on fait les mêmes hypothèses, on détermine un écoulement de Poiseuil, et lorsqu'on développe cela, on arrive à déterminer que l'angle de contact, lorsque le solide bouge en fonction du liquide, l'angle de contact est déterminé par ça. Donc nu fois la viscosité divisé par la tension de surface. Et ça, il n'y a pas besoin de résoudre les équations différentielles de manière précise, simplement avec les hypothèses de départ qui sont en l'occurrence justifiées, on arrive à avoir une solution. Donc j'ai mis là quelques exemples d'écoulement. Celui que je vous disais tout à l'heure, l'écoulement de Couette est là. Donc là, lorsque vous avez donc un cylindre qui tourne dans un autre cylindre, vous avez un liquide entre les deux. Si vous tournez suffisamment lentement, l'écoulement est linéaire. C'est facile. Donc vous avez la vitesse, chaque bord est fonction est égale à la vitesse de la paroi. Et puis entre les deux, c'est linéaire. C'est tout simple. Mais dès que vous tournez un peu plus vite, vous commencez à avoir des patterns qui se forment avec une troisième. Donc l'écoulement, au lieu d'être en 2D là, devient en 3D. Et vous avez toutes sortes de formes qui apparaissent dans votre liquide. Là, vous avez quelques exemples. Et ça, c'est le schéma de ce qui arrive. Pour chaque zone, vous avez un type d'écoulement différent, avec des patterns différents. Alors, R0, c'est le nombre de Reynolds du diamètre basé sur le rayon intérieur. Donc, le nombre de Reynolds, c'est ρ d fois V divisé par mu. Donc là, la distance, c'est le rayon du cylindre à l'intérieur. Et l'autre, ER1, c'est le rayon extérieur. Donc vous pouvez tourner dans le même sens, et vous pouvez tourner dans les deux sens. Et donc vous allez vous retrouver avec ce genre de pattern. Là, vous voyez marqué Unexplored. Donc celui qui veut y aller, peut y aller. Il y a des gens, ils ont fait toute leur carrière dessus. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille là-dessus, parce qu'en fait, c'est tout le passage entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent. Et comme c'est extrêmement complexe, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans cet écoulement qui est a priori simple. J'ai mis là quelques autres exemples. Pareil, là vous avez une instabilité de Kelvin-Helmholtz. Donc là c'est simplement un écoulement d'air. Donc là on fait rentrer de l'air avec des petites particules, et là l'air est à l'arrêt. Donc voilà ce qui se passe. Donc typiquement énormément de turbulences. Là vous avez un autre exemple. C'est ce qu'on appelle une instabilité de Rayleigh-Taylor. Donc là vous avez un liquide ici qui est moins dense que celui qui est au-dessus, et ils ont superposé deux cas. Le cas rose et le cas jaune, enfin orange et rose, démarrent quasiment du même point de départ. Et vous allez voir que le résultat est complètement différent. Donc si vous changez un tout petit peu ce qui se passe au départ, le résultat est... C'est une des particularités de ces équations qui sont non linéaires et second degré. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon. Le battement d'un papillon qui fait un ouragan à l'autre bout de la planète. Bah oui, il suffit d'attendre un tout petit peu. C'est simplement le fait qu'elles sont non linéaires. Et donc vous avez ce genre de choses. Là, en l'occurrence, pareil,
comme pour les instabilités de Quayle-Taylor, comme on voit là. Beaucoup d'études, il y a des notions de chaos, il y a des bifurcations, etc. On peut s'amuser dans ces domaines-là en étant très bon en maths, parce que le chaos, il y a quand même pas mal de maths, et on peut aussi pas mal s'amuser sans être très très bon en maths. Bon là, nous, on est un peu spécialisé en gouttes, donc là vous avez des exemples si ça marche. Sinon, bah, c'est pas grave. Je vous montrerai après. Et là, vous avez un autre exemple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents nombres sans dimension. Le nombre de Nusselt, c'en est un, qui est lié aux caractéristiques du liquide et à sa tension de surface. Et là, ce que font les expérimentateurs, ils changent ce nombre de Nusselt. Ils changent viscosité et tension de surface pour avoir ça. Et donc voilà, voilà ce qui se passe. Tout ça, ce sont des écoulements biphasiques. Dans le cas de la stabilité linéaire, ça c'était biphasique. Donc voilà quelques exemples d'écoulements simples. Je vais conclure avec quelques points importants. Si vous avez affaire à des fluides, vous serez peut-être un peu obligé d'avoir quelques notions de métafluide. C'est important. Donc les équations de Navier-Stokes, c'est des équations différentielles linéaires du second ordre, donc elles peuvent donner une complexité. Si par chance vous êtes dans un écoulement relativement simple, ça va, il y a des solutions connues et on peut résoudre. Mais pour les problèmes plus complexes, où là, tous les termes de l'équation, les termes linéaires, les termes du second ordre entrent en ligne de compte, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les outils numériques, donc on discrétise notre milieu continu. La mécafluide demande quelques outils mathématiques. Alors, soit vous êtes très bon, et alors là, vous amusez beaucoup, parce que ça peut aller vraiment très très loin en maths, soit vous n'êtes pas très bon, et vous pouvez quand même résoudre les problèmes en utilisant des outils d'analyse qui vous permettent d'arriver à des solutions rapprochées. Mais dans tous les cas, il faut du sens physique, parce que suivant les hypothèses que vous allez faire, vous pouvez très bien passer à côté de ce qui se passe réellement, et donc là vous devez faire les bonnes hypothèses. Et puis évidemment il y a encore plein de choses, bien que ce soit un domaine qui est souvent associé à ce qu'on appelle mechanical engineer. Ça dépend des pays. Il y a des pays où ça fait partie de la physique, il y a des pays où ça fait partie de la chimie, il y a des pays où ça fait partie de l'ingénierie. C'est un peu entre tout ça. Parce que, à la base, je pense que pour moi, c'est plus de la physique qu'autre chose. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, parce que c'est des équations complexes. Les fluides sont régis par des équations qui sont riches. Et donc, il y a encore plein de trucs à découvrir.